Oui, bonjour, nous retrouvons à nouveau dans le cadre du FOMECAF pour cette troisième édition. Et aujourd'hui, nous allons parler des ennemis de la radio, des sources, des problèmes et des solutions à mettre en place. Cette présentation est très importante parce qu'elle a un impact très important sur les finances de la radio. Parce que si on ne fait pas attention, on va vite avoir de gros problèmes et de soucis financiers pour rattraper ces problèmes-là. Donc je dirais que tout le monde doit regarder ce documentaire, surtout le directeur et les techniciens, mais je pense que tout le monde dans la radio devrait prendre conscience de tous les problèmes qui peuvent exister. Nous allons en lister une dizaine et aussi apporter quelques possibilités pas de les résoudre, mais de faire face à certains problèmes. Donc les différentes sources de problèmes, il y a beaucoup les surtensions électriques et coupures de courant du réseau de distribution nationale. Il y a bien sûr la foudre qui tombe beaucoup plus en Afrique qu'elle ne tombe en Europe, notamment, sur les statistiques. Il y a la chaleur qui ne manque pas généralement. L'humidité aussi dans certains pays où on est plus proche entre 90 et 100% d'humidité. La poussière aussi très très présente en Afrique. Les chocs mécaniques, les vibrations, ça c'est un peu à la marge, mais voilà. La vétusté du matériel, le vieillissement du matériel, le bruit qui va donner des émissions de moins bonne qualité et le manque de maintenance préventive qui est très caractérisé et surtout malheureusement le manque de compétences et de moyens, et nous sommes là dans le cadre de vous apporter quelques compétences supplémentaires et me réjouis de pouvoir le faire dans ce cadre de FOMECAF. Alors, le manque de compétences, il y a toute une liste de causes qui peuvent nuire plus ou moins profondément à la radio. Il faut vraiment en avoir conscience et vouloir et mettre en place une solution. Donc avoir les compétences, c'est aussi avoir reçu la bonne formation. Et ce que je trouve le pire, c'est de ne pas savoir. Ça, si vous n'avez pas reçu la formation, vous ne savez pas, c'est comme ça. On ne peut pas y faire grand-chose jusqu'à ce qu'on ait reçu la formation. Mais le pire, c'est de croire que l'on sait alors que l'on ne maîtrise pas le sujet. J'ai vu des gens qui ont réparé des émetteurs et ils croyaient savoir réparer, mais quand je suis passé après eux, c'était une catastrophe. Les appareils étaient irréparables parce qu'ils l'ont massacré. Donc voilà, le pire c'est ne pas savoir. Quand on ne sait pas, on ne fait pas, on se renseigne, on va chercher quelqu'un de compétent. Mais croire que l'on sait et qu'on n'a pas les compétences, ça c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très graves. Donc nous allons les passer les unes après les autres, ces problèmes. Surtension électrique. Donc elles peuvent avoir plusieurs causes. La foudre peut créer une surtension électrique, pas forcément si elle tombe sur le pylône, mais elle peut tomber à 1 km du pylône et créer une surtension électrique. Ça ne sera pas de la foudre directe, mais les effets indirects peut-être même à 10 km. Si elle tombe sur la ligne électrique à 10 km, vous allez aussi en subir les conséquences. Donc les coupures de courant, parce que chaque fois qu'il y a des coupures de courant, ça, et surtout au redémarrage, la remise du courant, il y a souvent des surtensions. Donc c'est le cas d'un mauvais réseau électrique aussi. On voit des variations très fortes à cause de la surcharge du réseau électrique national. Voilà, donc il peut y avoir de très très grosses variations de tension. Et puis aussi, en interne dans la radio, une mauvaise installation électrique, quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé. Donc on peut agir de deux manières complémentaires sur les problèmes de surtension électrique. On va essayer de les atténuer au maximum et on va aussi essayer d'isoler au mieux les équipements. Donc atténuer les surtensions, pour cela il peut y avoir des régulateurs de tension. Vous connaissez le fameux système avec des autotransfos qui vont choisir, avec un système de spire du transformateur, il va choisir la tension la meilleure, enfin, celle de sortie qui conviendra, et l'appareil va
avec des relais, va choisir la bonne. Mais ces régulateurs de tension, les transformateurs, ne sont pas très rapides. Et puis, voilà, donc, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc, généralement, chaque équipement a des filtres secteurs, des filtres LC avec des selfs et des résistances. Généralement, ils sont intégrés dans les prises secteurs qui souvent sont noires. Il y a quelquefois un interrupteur, on branche la prise et à l'intérieur de l'équipement, il y a ce fameux filtre LC, ou alors il y en a de rajouter spécifiquement dans les équipements. Et puis, il y a aussi par court-circuitage et mise à la terre, c'est les fameux parasurtensions qui vont, quand il y a des surtensions, ça va vraiment carrément couper, va faire des courts-circuits exprès. Il vaut mieux avoir un court-circuit momentanément que de détériorer tout le système. Alors pour ça, il y a plusieurs types, il y a au moins 4 types qui existent. Il y a les éclateurs à air pour les fortes puissances. Généralement, on les trouve sur les lignes très haute tension du réseau de distribution électrique, les lignes à 20 000 volts, voire au-dessus. Ce sont des éclateurs, c'est quelque chose avec des boules ou des pointes qui sont distantes de quelques centimètres ou dizaines de centimètres suivant la tension électrique de la ligne. Et s'il y a une surtension, ça va arquer, ça va faire un arc et ça va absorber la surtension. Il y a dans des domaines de tension plus normales, on va dire, que nous qui sommes utilisateurs, il y a des éclateurs à gaz, donc ils sont mis entre la phase et puis la terre, ou le neutre et la terre, voire aussi entre la phase et le neutre. Ce sont des modules où à l'intérieur il y a du gaz. Et donc il y a 2 plaques en regard avec du gaz à l'intérieur. S'il y a une surtension, ça va faire un arc. Et le gaz est là pour amortir, pour empêcher que ça brûle. Il y a un équipement électronique qui s'appelle les varistances. Ce sont des résistances un peu spéciales. Quand c'est en dessous de la tension, c'est à la tension nominale, en dessous d'une surtension, la résistance va être de très grande valeur, plusieurs dizaines, centaines de kiloohms, donc ça ne va pas absorber de courant, ça ne va pas chauffer. Et lorsqu'on va dépasser le seuil de prévu pour cette varistance, la valeur de la résistance va changer, va réduire à quelques ohms, voire même quelques milliohms. Et là, ça va faire pratiquement un court-circuit. Et donc la surtension va être court-circuitée. Et quand la surtension a disparu, la résistance va revenir à une valeur presque infinie. Voilà. Mais évidemment, pendant le court-circuit, si la surtension est trop forte ou dure trop longtemps, ça peut détériorer ce composant qui peut jusqu'à brûler, voire exploser. Il y a des diodes transil qui, elles, sont un peu comme les varistances, c'est-à-dire que dès que ça atteint un certain seuil, ça va conduire le courant. Ça ne va pas vraiment mettre en court-circuit, mais ça va bloquer la tension à la valeur définie. Et ces diodes transil ne sont pas faites pour des fortes puissances, parce que là, elles vont chauffer très très vite, parce que la tension va rester et le courant sera traversé. Donc ça va dégager une forte puissance. Mais elles ont la particularité de réagir très très vite par rapport aux autres. Dans le sens vertical, celle de forte puissance va être très lente, et plus on va aller vers la diode transil, plus ça va être rapide, mais de moins en moins puissant. Donc ce qui est efficace, c'est d'avoir ces 4 types de protection qui sont mises là où il faut, et les mettre toutes les 4. Alors évidemment, on n'a pas, en tant que particulier, on n'a pas accès aux éclateurs à air qui sont sur les lignes moyenne tension du réseau électrique, mais dès qu'on est en basse tension, on est en 230 volts, là on peut mettre à plusieurs endroits donc les éclateurs, des varistances, des diodes transil. Les varistances et les diodes transil sont ces fameux parasurtensions.
Alors, ensuite, il faut isoler les équipements par des disjoncteurs différentiels ou bien des onduleurs à double conversion. Alors, le disjoncteur différentiel, il va avoir la particularité, s'il y a un problème, le disjoncteur va sauter, va s'ouvrir, et donc l'équipement ne sera plus sous tension, il sera mis hors tension. Évidemment, ça va peut-être arrêter la diffusion de la radio ou une partie du studio, ça va dépendre de là où il va y avoir le problème, mais au moins on n'aura pas cassé le matériel, on va après réenclencher le disjoncteur et on va repartir sur de bonnes bases, mais le disjoncteur aura fait son travail de protection. Alors, on peut aussi utiliser des onduleurs, mais il faut faire bien attention d'utiliser un onduleur à double conversion, parce qu'on va trouver très facilement des onduleurs simples qui sont souvent utilisés comme système de secours pour les ordinateurs, c'est-à-dire que c'est en cas de prévision d'une coupure du secteur pendant quelques minutes ou plus, ça va permettre de basculer sur la batterie de l'onduleur et de terminer son travail que l'on fait, sauvegarder ce que l'on fait à l'ordinateur tranquillement pendant les quelques minutes d'autonomie que donne cet onduleur-là. Mais quand il y a la tension du secteur national, l'équipement n'est pas toujours directement relié grâce à un relais et directement relié au réseau national. Il n'est pas sécurisé. Alors c'est pour ça qu'il faut choisir des onduleurs à double conversion, c'est que le réseau national arrive sur un convertisseur électrique alternatif de 130 volts vers DC, vers courant continu sur des batteries, et ensuite il y a une autre conversion qui est faite de la batterie vers les équipements que l'on utilise à la radio. Donc les équipements de la radio sont isolés à travers cette double conversion qui passe par une batterie du réseau national. Donc toutes les surtensions que l'on a dans le réseau national ne passent pas vers les équipements de la radio. Évidemment, cela n'empêche pas cet onduleur-là de tomber en panne à cause d'une surtension. C'est possible. Mais au moins, on a bien identifié cet équipement-là et tous les autres équipements de la radio sont protégés. Évidemment, il faut en avoir un de secours ou alors après, on repasse si vraiment il tombe en panne, on peut repasser toute la radio sur le réseau national avec les risques inhérents du réseau national. Il y a aussi d'autres sources d'énergie autonome qui ne sont pas reliées au réseau national. On peut avoir des groupes électrogènes, des panneaux solaires, des éoliennes, voire des turbines hydroélectriques. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Alors les groupes électrogènes, là, c'est dangereux un peu parce que souvent le groupe, quand il démarre, il ne donne pas la bonne tension, et puis quand on va le charger plus ou moins, il va y avoir de grosses variations de tension. Ça va dépendre beaucoup de la qualité du groupe électrogène. Il vaut mieux avoir un gros groupe diesel qu'un petit groupe à essence. Donc, maintenant, pour se protéger contre la foudre, on l'a déjà vu dans une précédente présentation, on va capter la foudre par une mise à la terre. Alors, ce fameux parafoudre qui est au sommet du pylône, ce n'est pas un équipement qui va repousser la foudre, mais bien au contraire, c'est un équipement qui va plutôt l'attraper. Et l'attraper pour pas qu'il tombe n'importe où, on va préférer l'attraper et canaliser cette foudre vers la terre. Parce que ce paratonnerre, donc au sommet du pylône, va créer un cône de protection, à peu près un angle de 30 degrés. Donc il faut bien le mettre au-dessus des antennes, au sommet du pylône. Et ce qu'il va faire, c'est que si la foudre venait à tomber, il va tomber sur ce paratonnerre et ne va pas toucher directement les antennes. Et donc ça va protéger. Mais il faut que ce parafoudre descende avec une grosse section de câble, j'en avais parlé précédemment, plutôt du câble, pas du câble torsadé, au moins 25 mm², mais si vous arrivez à acheter, c'est quand même beaucoup plus cher, du mets plat, c'est une section de cuivre qui est rectangulaire
Et donc ça, c'est quand même encore de meilleure qualité. Et il faut que ce câble qui descend soit le plus droit et le plus direct possible. Il ne faut pas faire d'angle droit, parce que la foudre, elle descend très vite, le courant est très fort, et un angle droit, c'est une self, ça crée une surtension, donc ça n'a pas d'effet bénéfique. Faites l'image, c'est un peu comme une Formule 1 sur un circuit de voiture qui roule à 300 à l'heure. Elle ne va pas pouvoir prendre un virage à angle droit. Il faudra, si elle ne freine pas, il faudra que la courbe soit la plus grande possible. Voilà. Mais la foudre, elle ne va pas freiner. Ce n'est pas parce qu'elle voit un virage qu'elle va freiner. Elle ne va pas demander la permission. Elle va continuer, même le tout droit possible. Elle va même quitter, s'il faut, ce fameux câble. Et quand elle quitte ce câble, ça crée une surtension de plusieurs milliers de volts, plusieurs dizaines de milliers de volts. Donc cette section de cuivre doit être mise à la terre par des piquets de terre qui vont s'enfoncer de 1,50 m, 2 mètres, voire plus en profondeur dans la terre. Et on va mettre une certaine quantité. Des fois, il faudra mettre une dizaine de piquets de terre suivant la nature du sol. Si le sol est très caillouteux, est très sablonneux, ça sera de moins bonne nature qu'un sol argileux qui a beaucoup d'humidité. Si le sol est sec, il sera moins bon conducteur que si le sol est mouillé. Donc en été, on aurait une moins bonne terre en été chez nous. Donc pendant la saison sèche, la qualité de la terre sera bien moins bonne que pendant la saison des pluies. Certains vont mettre du sel pour améliorer la conductibilité de la terre. Ça a un effet pervers, c'est que le sel va corroder les piquets en cuivre. On peut mettre aussi du charbon, du charbon de bois qu'on a brûlé, ça améliore la conductivité. Il y a plein d'artifices. Voilà. Donc, mais aussi, il faut faire attention, quand on va mettre plusieurs piquets, à l'espacement entre les piquets. Il faut les mettre à peu près tous les 50 cm, parce que si quelqu'un passait à cet endroit-là au moment où la foudre passe, s'il a un grand pas, s'il fait un grand pas, il y a ce qu'on appelle une tension de pas, et il pourrait entre ses deux pieds avoir peut-être 2000 volts et être électrocuté simplement en marchant à cet endroit-là si la foudre tombe à ce moment-là. D'ailleurs, juste un conseil, lorsqu'il y a la foudre, ne courez pas, marchez bien, mais marchez, et surtout marchez en faisant des petits pas, des pas de 30 cm, ne faites pas des enjambées d'1 mètre. Parce que si la foudre tombe non pas forcément sur vous, mais à quelques centaines de mètres de vous, il va y avoir au niveau du sol ce qu'on appelle une tension de pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 1000 ou 2000 volts par mètre. Enfin, plus on se rapproche du point d'impact de la foudre, plus il va y avoir de tension, mais encore à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, il peut encore y avoir quelques milliers de volts. Donc ne courez pas, faites des petits pas. Vous pouvez courir, mais faites en faisant des petits pas. Voilà. J'ai un ancien chef qui un jour était assis sur un mur, et puis la foudre est tombée, et il était assis, mais il s'est retrouvé projeté à 5-6 mètres, il était complètement évanoui, il me demandait qu'est-ce qui s'est passé. Bon, la foudre peut aussi frapper fort. Voilà. Donc les protections électriques d'une radio, donc, nous avons déjà vu dans une précédente présentation, dans le réseau électrique, on a le compteur, on met un disjoncteur, donc différentiel, et puis il y a les parasurtensions, il y a l'onduleur pour protéger les équipements, voilà, il y a toutes ces choses-là, et donc du côté du pylône, le paratonnerre, avec son cône de protection qui va protéger les antennes, et le paratonnerre est relié à la terre avec un câble de grosse section, et la terre est faite par de multiples piquets de terre, et donc les équipements sont aussi reliés à la terre. C'est très important de relier les baies d'équipements qui sont métalliques et les équipements eux-mêmes, les relier à la terre. Voilà, c'est très important. Mais on en a parlé dans le module technique FM. Alors, un autre problème
qui est désagréable non seulement pour l'homme, la chaleur est désagréable, mais la température va réduire la durée de vie des équipements électroniques. Et la gamme de température de fonctionnement d'un équipement électronique est souvent entre 0 et 40 degrés, sans dégradation, et avec des caractéristiques dégradées entre 40 et 50 degrés. Donc il faut se protéger de la chaleur, donc c'est le soleil qui apporte le plus fort de la chaleur. Et donc il est bien de faire sur le toit du studio. Donc ça c'est la pièce à l'intérieur du studio. Donc il y a un plafond, on met un isolant, laine de verre ou bien polystyrène. Alors, il n'est pas bien représenté parce que il devrait être partout. Et puis là on a en bleu la tôle, le toit qui est en tôle. Mais le soleil tapant directement sur ce toit en tôle, la tôle peut être portée à 65-70 degrés par endroit. Et donc il va y avoir un rayonnement en dessous de la tôle va rayonner, va faire un rayonnement infrarouge qui, à force avec le temps, va traverser l'isolant, traverser le plafond et chauffer les pièces et donc les équipements aussi. Donc je conseille vivement de faire un double toit, alors ça va dépendre de là où vous êtes. Si vous êtes dans une région qui a du bois, construisez un double toit, faites une structure en bois par-dessus le toit en tôle pour pouvoir supporter un toit. J'ai appelé ça un toit végétal, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est quelque chose qui va faire de l'ombre à la tôle pour que le soleil ne tape pas directement sur la tôle. Donc ça peut être de la paillote, ça peut être pourquoi pas un toit végétal avec de la terre, avec de l'herbe, mais c'est un peu compliqué en période de sécheresse, et puis la pluie aussi peut raviner cela, donc c'est peut-être pas la meilleure chose. Ou même carrément faire un deuxième toit en bois, mais alors ça va dépendre. Il y a des régions du pays où le bois va être très cher, et d'autres régions où ça va être moins cher. Donc voilà, trouvez ce qui vous convient pour faire de l'ombre à la tôle. Ce qui aura, j'en parlerai aussi plus tard, de faire une barrière aussi entre la pluie et la tôle, ce qui va limiter le bruit de la tôle en cas de pluie. Donc le but, se protéger des rayons du soleil. Il faut aussi le faire sur la façade est et façade ouest, voire la façade sud ou nord dans l'hémisphère sud. On peut aussi se protéger des rayons du soleil. Donc aussi, on peut apporter à l'intérieur du studio une climatisation, voire de la ventilation pour faire chasser l'air qui est engouffré dans les pièces. Et si vous avez les moyens de payer l'énergie nécessaire, mettez une climatisation. Mais le premier rempart, c'est se protéger du soleil en faisant de l'ombre. Alors, il faut aussi se protéger contre l'humidité. Alors, l'humidité est désagréable parce qu'on transpire, on a les mains moites, voilà. Mais l'humidité peut apporter aussi dans le studio des moisissures, voire des champignons, et tout cela peut apporter des maladies. Donc il est bon de se protéger au maximum contre l'humidité. L'humidité va avoir sur les équipements, va oxyder les matériaux, donc le fer va rouiller, le cuivre va s'oxyder, donc les contacts électriques partout vont s'oxyder, donc vont être moins bons. Et il faut savoir aussi que la rouille, par exemple dans un pylône, va créer de l'intermodulation, c'est-à-dire c'est quoi ça? C'est que dans le pylône, donc il y a la fréquence de notre émetteur, mais il peut y avoir d'autres émetteurs ou d'autres émetteurs lointains, et ces deux fréquences-là, sur le point de rouille dans le pylône, vont créer une troisième fréquence. Et si cette troisième fréquence tombe sur une autre fréquence d'une autre radio, elle va brouiller cette autre radio. Donc ça, ce sont des gros problèmes que l'on a en réception. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de toits en tôle qui sont complètement rouillés, et ça brouille le spectre électromagnétique FM. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais la rouille est une des raisons. Et donc évidemment, toutes ces choses-là vont apporter petit à petit des pannes du matériel électronique à l'intérieur. L'oxydation à l'intérieur peut oxyder les circuits imprimés, les connexions, etc.
La rouille aussi va avoir un phénomène très grave et très dangereux, c'est de fragiliser le pylône. Donc il faut absolument peindre régulièrement, alors ça va dépendre de l'endroit où on est, mais peindre en bordure de mer avec l'air marin, ça va beaucoup plus vite attaquer les pylônes. Et puis après, en zone où il pleut pratiquement tous les jours, en zone tropicale, plutôt équatoriale, qu'on dit à tort tropicale, où il pleut pratiquement tous les jours, ben, il faudra peindre le pylône, enfin au moins vérifier une fois par an et redonner une couche de peinture. C'est un entretien, parce qu'un pylône qui tombe, ben, déjà il faut repayer un pylône, c'est une chose, mais s'il tombe sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes, il peut y avoir des morts. Donc faites attention à cela. J'ai remarqué qu'il y avait un endroit au Cameroun, dans une radio, il y avait un pylône dont les éléments du pylône avaient été montés à l'envers. Donc l'eau, au lieu de s'échapper à chaque brin, il venait s'accumuler à l'intérieur des tubes du pylône. C'était un pylône avec 4 tubes et avec un treillis pour tenir le pylône. Et l'eau stagnait à l'intérieur et donc fragilisait la base du pylône. Donc attention à cela. Poussière. Alors donc la poussière, c'est pareil, c'est désagréable évidemment. La poussière contient des bactéries, des microbes, toutes sortes de choses désagréables pour l'homme. Mais du côté des équipements, s'il y a trop de poussière sur les dissipateurs des équipements, l'émetteur qui chauffe beaucoup, ça va boucher l'écoulement d'air, freiner l'écoulement d'air, et donc on va diminuer l'efficacité de refroidissement de l'émetteur, ce qui va faire chauffer l'émetteur, ce qui va diminuer sa durée de vie. Donc la couche de poussière se retrouve sur les dissipateurs, donc de temps en temps il faut les nettoyer. Ça réduit la circulation d'air, ça augmente la chaleur des composants, ça réduit aussi la longévité des ventilateurs. Donc suivant l'équipement, il faudra utiliser soit un aspirateur, si possible, ou un chiffon spécial, ou un souffleur. Et comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas souffler à l'intérieur du local, mais il faut prendre l'équipement et aller souffler à l'extérieur. Parce que souffler à l'intérieur, ce n'est que déplacer le problème, et à long terme, ça revient. Donc, ayez dans le studio des pièces propres. Moi, je dis, pour que ça soit propre, il faut que vous soyez capable de manger directement par terre. Mettez votre nourriture pas dans une assiette, mais directement par terre. C'est un gage de propreté. Si vous en êtes là, vous êtes champion de la propreté dans votre radio. Voilà. Donc partout, dans toutes les pièces, nettoyez régulièrement. Alors il y a même des radios dans les zones sahéliennes où il y a beaucoup de sable qui viennent du désert. Ils ont mis leur radio en surpression. C'est-à-dire que le bâtiment de la radio, il y a un énorme ventilateur qui pousse à travers un filtre, évidemment, un filtre qui va bloquer la poussière. Ça va pousser de l'air et mettre tout le bâtiment de la radio en surpression, ce qui fait que toutes les fenêtres, les portes, tout ça, eh ben, chaque fois que quelqu'un ouvre, ou les petites fissures qu'il peut y avoir, ça sera non pas la poussière qui va rentrer, mais c'est l'air propre, puisqu'à l'intérieur du studio c'est propre, puisque l'air a été filtré à l'entrée, et donc c'est toujours de l'air propre et jamais de poussière qui s'engouffre dedans la station. Donc voilà. Alors les aspirateurs sont pas très connus en Afrique, j'ai remarqué, mais je pense que c'est bon d'en avoir un dans chaque radio. Au minimum avoir un souffleur, et si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être, comme je l'ai dit, comme en face d'une radio à Lomé, et ils n'avaient rien pour nettoyer. Je dis, allez voir en face de la rue, j'ai vu qu'il y a un réparateur de pneus, ils ont sûrement de l'air comprimé, et donc là avec l'air comprimé on a pu nettoyer l'émetteur, la table de mixage et tout ça. Bien que souffler sur une table de mixage, c'est pas bon, ça peut faire rentrer la poussière à l'intérieur. Donc il vaut mieux avoir une chiffonnette spéciale qui enlève
la poussière. Aussi, une chose très importante, justement, puisqu'on est sur la table de mixage, il faut couvrir, quand on ne se sert pas de la table de mixage, il faut absolument couvrir la table de mixage avec un carton ou du plastique ou même un tissu un peu épais, tissu ou même chaque chose, mais tissu surtout, que l'on va régulièrement, peut-être une fois par semaine ou tous les 2-3 jours, aller dépoussiérer à l'extérieur, enlever la poussière. Mais protégez bien votre table de mixage parce que la poussière qui rentre petit à petit dans les curseurs des potentiomètres rectilignes, des faders, va s'incruster et va faire des crachotements qui vont se superposer au son de ce qui est enregistré. Donc protégez bien votre table de mixage aussi. Donc il faut dépoussiérer la table de mixage, couvrir la table quand elle n'est pas utilisée, je viens d'en parler. Les ordinateurs, il faut les dépoussiérer de temps en temps, les ouvrir et puis les dépoussiérer. Attention aux ordinateurs portables, ils ont des petits ventilateurs en plastique. Et si vous y allez avec l'air comprimé dessus, vous pouvez péter les ailettes, un peu casser les ailettes. Il faut y aller doucement, mais il faut les dépoussiérer régulièrement. Donc à faire dehors. L'émetteur, il faut le dépoussiérer aussi. Le studio d'enregistrement, donc par terre, voire même les murs, de temps en temps passer un coup d'aspirateur. Laver le sol, si le sol est carrelé ou en béton, le laver régulièrement. La salle d'attente, le hall d'entrée, voilà, là il faut mettre des sols facilement lavables avec une serpillière. Voilà. Ok. Ensuite, nous trouvons comme problème les chocs mécaniques et vibrations. Alors les chocs mécaniques, quand on transporte du matériel, ça peut abîmer les châssis, ça peut même casser les composants électroniques fragiles. À l'intérieur, il y a des quartz. Moi, ça m'est arrivé. L'émetteur fonctionnait très bien lorsqu'il était chez moi en France. Et quand il est arrivé sur place, sur site, après avoir été jeté par les bagagistes qui gèrent les bagages dans les aéroports, avoir été bien secoué comme une bouteille d'orangina, pardon pour la publicité, en voiture entre la capitale et puis le lieu où se trouve la radio, il est arrivé que l'émetteur était en panne à l'arrivée. Voilà. Ça peut aussi fragiliser les soudures, voire casser des soudures, ce qui est très très difficile à réparer parce qu'on ne sait pas vraiment où ça ne se voit pas facilement. Donc voilà, les chocs mécaniques, il faut faire attention quand vous transportez votre matériel. Mettez des amortisseurs dans le coffre de vos voitures, de la mousse, voire des couvertures, enfin quelque chose pour absorber un peu les chocs. Alors, il y a aussi les ventilateurs. Souvent dans un émetteur, même pratiquement toujours, il y a un ventilateur. Si celui-ci est mal équilibré ou même avec le temps, il va vibrer de plus en plus. Ça va lui diminuer sa longévité, mais ça va aussi lui faire du bruit qui va... c'est pas le bruit qu'on entend, mais le bruit de vibration va venir perturber le modulateur FM. Donc vraiment l'électronique, en particulier la self du modulateur, qui va elle aussi vibrer et changer de caractéristiques au rythme de la vibration. Et ça, pardon, ça va s'entendre même chez l'auditeur dans des cas extrêmes. Alors ensuite, il y a les passages, il y a une route qui passe à proximité, vraiment très proche. Les camions vont faire vibrer la radio, c'est pas très bon. Ou même un peu, c'est pas des camions, il peut y avoir les bruits parasites, des bruits de camions, de véhicules, de klaxons, tout ça. Là, on est dans les séances de la vibration qui peuvent passer dans la modulation. Alors, dans les termes de vibration, les pylônes, lorsqu'ils sont mal conçus, peuvent auto-osciller. C'est-à-dire que le vent va créer un phénomène et si le pylône est mal conçu, ce phénomène va s'amplifier et le pylône va carrément vibrer, on peut même jusqu'à l'entendre, et il peut même carrément presque exploser. Donc le pylône va rentrer en auto-oscillation et là c'est la catastrophe, tout va partir
même les haubans ne vont pas suffire à le maintenir bien en place. Donc ça peut arriver, ce genre de choses, avec des tempêtes. Ce n'est pas toujours la force du vent de la tempête qui va le faire plier, casser, c'est à cause de l'auto-oscillation. Les deux peuvent se cumuler, et ça peut être l'un ou l'autre, mais les deux peuvent arriver. Et on se trouve avec des pylônes au mieux un peu tordus, au pire cassés. Voilà. Alors, je vais parler de la vétusté. Ça, c'est la courbe de l'âge. La vétusté, c'est l'âge d'un équipement, c'est la vieillesse d'un équipement. Et il y a une courbe de risque en fonction de l'âge, qu'on appelle une courbe en baignoire. C'est-à-dire quand l'équipement est tout neuf, dans les premiers jours, premières semaines, voire la première année, il y a un risque de panne qui est assez important. C'est pour ça que, généralement, les constructeurs offrent une garantie de 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans, parce que pour pallier ce risque et pour satisfaire l'utilisateur, si l'équipement tombe en panne à ce moment-là, on peut rapporter l'équipement au constructeur et il nous le change, nous le rembourse, suivant il le répare, suivant les modalités. Mais cette risque de panne va augmenter avec la vieillesse de l'équipement. Oui, les équipements électroniques, ça vieillit, hein, c'est comme les hommes, ça vieillit, mais ça vieillit beaucoup plus vite. Hein. Au bout de 10 ans, voilà, il commence à y avoir vraiment de gros risques. Ça va tomber de plus en plus souvent en panne. Et ce risque s'accélère lorsque la température augmente. Au lieu que ça soit 10 ans à 20 degrés, ça peut être que 2 ans à 40 degrés. 2 ans et demi à 40 degrés. Donc il faudra faire la chasse à la chaleur. Donc pour pallier à la vétusté, la seule chose que l'on peut faire, c'est faire une maintenance préventive et une maintenance corrective régulière, surtout la maintenance préventive régulière, et pas attendre la panne de l'équipement. Il y a certains composants qu'il faut changer. Il y a des composants qui vieillissent plus vite que d'autres, notamment les ventilateurs, les condensateurs. C'est certains équipements électroniques qui vieillissent plus vite que d'autres. Évidemment, les transistors RF, ceux qui fabriquent la puissance, vont vieillir plus vite. Il faut les changer, mais là, généralement, on attend la panne pour les changer. Donc pour cela, il faut une provision financière pour renouveler tout ce matériel, et il faudra en prendre compte. J'en parlerai dans un autre module. Alors, il y a le bruit dans le studio. Le bruit nuit à la qualité d'écoute. Le bruit peut être causé par des vibrations, j'ai parlé de la route, par des ventilateurs, ça peut être l'émetteur, ça peut être le climatiseur, par du bruit urbain ou voire du bruit naturel. Le bruit urbain, on peut penser au coup de klaxon. Bruit naturel, quelqu'un qui parle fort, qui crie, et par les gens qui sont évidemment dans le studio, qui ont besoin de faire le minimum de bruit, mais ça peut arriver. Donc il faut bien faire attention à l'emplacement de la radio, pas se mettre trop proche d'une grande route, si possible. J'avais parlé dans un autre document de bien isoler la pièce du studio d'enregistrement, pas de porte qui grince, avoir un sas, mettre une double vitre entre le studio et la régie technique. Voilà, il y a tout plein des consignes de travail. Souvent, on met une lampe on-air lorsqu'on enregistre, par quelqu'un vienne rentrer dans le studio d'enregistrement alors qu'on est en train de faire une émission, parce que ça va déranger, c'est pas forcément bien. Voilà. Donc, moins il y a de bruit et plus l'auditeur... Alors, évidemment, l'auditeur, il va peut-être pas être gêné par le bruit lui-même. Ça peut être même des fois agréable. On est en pleine émission et on entend un coq chanter, ben oui, pourquoi pas, c'est bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tous ces bruits qui s'accumulent vont diminuer le rapport signal-bruit entre l'émission, vraiment le contenu que l'on veut passer, et le bruit. Il y a tous les bruits électroniques, etc., le bruit de la diffusion lui-même. Et plus on est loin, plus les bruits sont importants, et donc tous ces bruits augmentent, donc vont diminuer le rapport signal-bruit. Il y arrive un moment où le cerveau va avoir de plus en plus de peine à décoder, voire ne plus décoder. S'il y a trop de chut,
C'est comme, et si on fait toujours du bruit, là, par exemple je fais plein de bruit là, et ben vous m'entendez moins bien que lorsque je parle sans bruit, c'est normal. Donc dans une radio, il faut faire le minimum de bruit. Ou le bruit, si on en veut, il faut qu'il soit voulu, il faut qu'il soit codifié dans le programme de la radio. Dans le sens. Donc pour cela, il faut faire de la maintenance préventive, parce que la règle, c'est que le manque de maintenance préventive augmente automatiquement la maintenance curative ou corrective. La maintenance corrective va coûter très cher, alors que la maintenance préventive va coûter 10 fois moins cher. Donc cela joue sur le MTBF des équipements. Le MTBF, en anglais, c'est Mean Time Before Failure. En français, en renversant un peu les mots, c'est le temps moyen de bon fonctionnement. Ce n'est pas tout à fait la même traduction, mais c'est le temps moyen de bon fonctionnement. Donc il faut vérifier régulièrement les pièces qui s'usent le plus vite, les ventilateurs, les condensateurs, les équipements de sécurité, notamment les parasurtensions. Ils peuvent absorber les chocs, les varistances, tout ça que j'ai parlé, peuvent absorber les chocs, mais ils vont se détériorer. Et donc il faut regarder de temps à autre s'ils ne sont pas détériorés et les changer avant la prochaine surtension, qui, si l'équipement est détérioré, le composant est détérioré, il ne fera plus effet et la prochaine surtension ne sera pas bien absorbée. Il faut, comme je l'ai déjà dit, dépoussiérer, tenir propre, c'est très important, ça fait partie de la maintenance préventive, même si ce n'est pas une maintenance, on va dire, très technique, c'est une maintenance de bon sens. Alors la maintenance préventive augmente la maintenance corrective, donc il faut vérifier les pièces de sécurité, donc les disjoncteurs différentiels, est-ce qu'ils fonctionnent toujours, les parasurtensions, avoir en stock des fusibles adaptés, parce que ça, bien souvent, on a un fusible qui pète et on n'en a pas en stock. Et qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va mettre un bout de fil de cuivre, et le jour où il y a un problème, ce fil de cuivre, même s'il fond, il pourrait mettre le feu, enfin, voilà, c'est pas bon. Il faut vraiment avoir des fusibles et donc vérifier que l'on a un stock de maintenance de fusibles pour chaque type de fusible que l'on a dans les équipements. Il peut y en avoir plusieurs par équipement. Il faut bien faire sa liste de tous les fusibles qui sont utilisés dans les équipements de la radio et avoir le stock adéquat pour cela. Dépoussiérer régulièrement, nettoyer, repeindre le pylône, vérifier la tension des haubans. Alors, bon, il y a des appareils spéciaux, mais ça ne court pas les rues, et ce sont que ceux qui mettent, vraiment les professionnels qui montent les pylônes, qui ont leur appareil pour vérifier la tension de haubans. Mais simplement à la main, il faut que le haubans soit un peu dur, il ne faut pas qu'il soit tout mou, complètement... je ne trouve pas le mot, excusez-moi, mais pas détendu, pas complètement détendu, soit quand même bien tendu, un peu dur à toucher. Il faut aller vérifier la qualité des antennes, donc il faut monter au pylône régulièrement, vérifier que les antennes sont en bon état, que les étanchéités qu'il y a sur les connecteurs autour des antennes et aussi du coupleur d'antennes soient toujours bonnes. Vérifier la qualité des étanchéités. Et puis, dans le terme de mesure, depuis le bas, vérifier le ROS. Donc, l'émetteur, normalement, a une indication sur le retour d'onde stationnaire. Il y a une indication sur un bar graphe ou une aiguille, on peut voir cela. Mesurer la qualité du signal audio, si possible avec des signaux test ou même simplement la qualité à l'oreille. Voilà. Alors tout cela a un coût important, tous ces matériels de sécurisation, voilà. Cela va avoir un coût, il faut acheter le matériel, et donc ce coût sera affiché dans un autre documentaire, et donc évidemment il faut en tenir compte, comme le verset le dit, il ne faut pas se lancer dans une aventure sans tenir compte de tous ces coûts. Voilà. En effet, lequel d'entre vous veut construire une tour
ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Là, il ne suffit pas simplement de la terminer, mais aussi de voir les coûts de fonctionnement d'une radio qui sont très importants. Voilà, je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois dans un prochain module qui parlera justement de ces coûts. À bientôt.